Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité. Nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts pour plonger avec moi ? Bienvenue dans cet épisode 24 de Tsunami IA. Et cet épisode va être un petit peu particulier, je vous explique ça tout de suite puisque je suis actuellement en déplacement. Et donc j'ai essayé de trouver un stratagème pour quand même réussir à enregistrer le podcast malgré les contraintes que j'avais. Alors j'ai vraiment essayé de l'enregistrer juste avant mon départ pour essayer d'avoir mon setup habituel. Mais voilà, malheureusement, je n'ai pas réussi à le faire. Et donc du coup là, je me retrouve à enregistrer dans une voiture, ce que je trouve quand même assez drôle, pour essayer justement d'avoir un endroit un minimum silencieux, puisque je suis dans un environnement très bruyant, y compris la nuit, puisque forcément j'enregistre en pleine nuit. Et donc du coup le seul environnement que j'ai trouvé avec une insonorisation qui ne ressemblait pas à une salle de bain ou en tout cas et qui évitait d'avoir trop de bruit, c'était une voiture. Donc forcément, vu que c'est pas quand même hyper fun de se retrouver dans une voiture, quoique pourquoi pas, ça pourrait être un concept, il y aura pas de vidéo cette semaine, donc voilà, je ferai quand même une upload du podcast sur YouTube, mais voilà, ce sera pas un épisode avec vidéo. Alors je vais quand même essayer de voir si je peux pas réussir à trouver une petite intelligence artificielle sympathique qui pourrait nous créer une espèce d'animation. Le problème c'est que pour la vidéo, il faut quand même créer, il faut que ça fasse la durée complète du podcast. Et donc même si je pense que cette semaine le podcast va être un peu plus court, à coup de rush de 3-4 secondes, quand on utilise les outils de génération de vidéos qu'on connaît comme Runway ou Stable Video ou Pika Art, dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents, si on utilise ce genre d'outils, on n'est pas arrivé, puisque voilà, ça va être des tout petits bouts de vidéos qu'il va falloir accumuler les uns après les autres, et on ne sera pas sorti de l'auberge. Donc sans plus tarder, je vais vous faire la partie news et puis on enchaînera sur la suite du podcast, mais voilà, comme je vous l'ai dit, vu les conditions d'enregistrement, il risque d'être un petit peu plus court. Alors ma première news, elle concerne le Financial Times, qui a récemment introduit un chatbot IA nommé AskFT, qui est destiné à ses abonnés de niveau professionnel et qui a été développé à partir de Claude, le grand modèle de langage d'Anthropic. Et donc AskFT, il se distingue en puisant ses réponses dans les décennies d'archives du journal, offrant ainsi des réponses naturelles et ciblées sur des sujets d'actualité ou des questions plus larges. Actuellement en phase bêta et accessible uniquement à quelques centaines d'abonnés, ce chatbot offre des réponses éclairées sur des événements courants et des sujets variés, allant du financement gouvernemental d'Intel sous l'acte Chips à l'histoire de la fondation de YouTube. Le FT adopte une approche agnostique du modèle pour ce projet, exploitant divers grands modèles de langage pour trouver plus adaptés à leurs besoins. Ce développement s'inscrit dans la continuité et l'évolution du Financial Times, une institution de 135 ans qui cherche à innover tout en restant prudente face à l'engouement pour les nouvelles technologies. Donc voilà, assez intéressant de voir qu'un journal est en train un petit peu d'embrasser la technologie des large language models. On sait qu'il y a pas mal d'affrontements entre les journaux et les outils de génération d'IA. D'ailleurs, info intéressante aussi, que j'avais pas mis directement dans ma revue mais que je vous donne aussi, le Monde a signé un deal avec OpenAI pour que OpenAI puisse exploiter leurs données. Donc voilà, on verra un petit peu comment tout ça évoluera via ce que OpenAI sera capable de faire via le monde. Donc peut-être qu'ils pourront directement puiser dans les anciennes bases de données, un petit peu comme ce qu'est en train de proposer le Financial Times. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir des données de qualité qui proviennent d'un journal reconnu qui a pu parcourir de nombreux sujets durant de nombreuses années. Ça permet d'avoir un contenu très qualitatif pour les large language models, donc voilà, assez pertinent. Ensuite, la nouvelle suivante concerne Emad Mostak, qui est le PDG de Stability AI, dont on a déjà pas mal de fois parlé, c'est eux qui font Stable Diffusion notamment.
et voilà, qui rendent pas mal d'outils open source accessibles de tous via leur site internet. Et donc la startup à l'origine de Stable Diffusion, comme je vous le disais, elle a annoncé le PDG à l'origine de la création de cette startup a annoncé sa démission pour se concentrer sur le développement de l'intelligence artificielle décentralisée. Cette annonce intervient après une série de départs clés au sein de l'entreprise. Mostak quitte également son poste au conseil d'administration de Stability AI. Le conseil a désigné Shanshan Wong, COO, et Christian Laforte, CTO, comme co-CEO intérimaire, le temps de trouver un remplaçant permanent. La décision de Mostak semble être motivée par une volonté de favoriser un écosystème d'IA plus ouvert et moins centralisé, comme il l'a souligné dans un message sur X et dans un communiqué distinct. Ce changement de leadership survient dans un contexte de turbulence pour les startups d'IA, marqué notamment par le départ de plusieurs développeurs clés de Stability AI et par l'acquisition de talents d'Infection AI par Microsoft, y compris le cofondateur de Google DeepMind et ancien PDG d'Infection AI, Mustafa Suleyman. Donc clairement en ce moment, les grosses entreprises de la tech sont un petit peu en train de s'arracher les différents développeurs avec une expertise sur le sujet. Donc effectivement, ça doit pas être simple de continuer à monter une entreprise là-dessus. Et voilà, on verra comment tout ça évolue, puisque si l'idée du CEO, donc Emad Mostak, est de plutôt aller vers du décentralisé, on verra comment ça peut évoluer par la suite. C'est vrai que c'est déjà assez intéressant ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Stable Diffusion, donc on verra si c'est un petit peu la solution d'aller vers du décentralisé et de l'open source, et si c'est quelque chose qui pourra faire fortement progresser les IA, même si c'est pas forcément une chose simple, parce qu'il faut quand même des grandes puissances de calcul pour entraîner les modèles, et c'est vrai que ça, en open source, ça risque d'être quand même un peu plus compliqué à mettre au point, quoique, peut-être qu'il y aura par exemple un projet de crypto-monnaie pertinent qui pourrait pousser à avoir quelque chose qui serait pertinent là-dessus pour qu'on puisse avoir du calcul parallélisé entre différentes machines, différents data centers qui seraient à usage de la communauté open source. Pourquoi pas, c'est des choses qui pourraient se passer dans le futur, on verra en tout cas. Mais intéressant de voir que il a cette volonté d'éviter d'avoir quelque chose de centralisé. On passe à la suite avec Apple qui envisage d'intégrer l'IA de Google Gemini ou d'OpenAI dans iOS 18, cherchant à doter le prochain système d'exploitation iPhone de fonctionnalités d'IA générative pour la création de textes et d'images. La décision pourrait voir Apple combiner les approches utilisant peut-être Gemini pour le traitement de langage et OpenAI pour la génération d'images. En parallèle, Apple mise sur ses propres recherches en IA pour des tâches sur appareil renforcées par l'acquisition de Darwin AI, indiquant un équilibre entre les capacités IA internes et celles basées sur le cloud. Donc c'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière. Apple a acquis l'entreprise canadienne Darwin AI. Et on voit qu'effectivement, ils sont en train, je pense, d'essayer de préparer leurs outils IA on devrait en savoir un petit peu plus en juin quand il y aura la conférence pour les développeurs d'Apple. Et on attend de voir ce qu'ils nous concoctent. Mais voilà, s'il y a un rapprochement entre Apple et OpenAI, et Google, c'est peut-être aussi qu'en interne, Apple n'a peut-être pas encore le niveau de ses concurrents. Donc on verra un petit peu comment tout cela pourra évoluer également. Alors ensuite, une petite news qui n'est pas très importante, on va dire, mais que j'ai trouvé intéressante pour montrer un petit peu un sujet de fond qu'il y a actuellement sur l'IA. Elle concerne une société qui s'appelle Velo AI, qui a introduit un outil qui s'appelle Copilot. En fait, c'est un feu de vélo arrière qui fonctionne avec un Raspberry Pi, et qui va réussir, avec une caméra et ce Raspberry Pi et un petit module d'intelligence artificielle, à détecter ce qui se passe sur la route. Il s'installe du coup sur la selle arrière, il regarde la route depuis le point de vue de l'arrière de la selle, donc il va regarder pour le cycliste tout ce qui est derrière lui, et par exemple quand une voiture va faire un dépassement, il va être capable de le détecter et de faire un petit signal lumineux, éventuellement un signal sonore, pour prévenir aussi le cycliste qui va être dépassé. Et je trouve ça hyper intéressant puisque ça montre un petit peu ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle qui est vraiment en train d'évoluer. Et si on l'ajoute, cette intelligence artificielle, à des petits modules comme de la technologie comme des Raspberry Pi, comme des petits modules de neural network qui sont à des prix abordables, on peut faire des applications qui sont hyper intéressantes. Donc là, ils vendent ça quand même pour $400.
Donc c'est pas non plus un prix qui est négligeable, hein, surtout quand on connaît le prix du Raspberry Pi individuel, qui doit être autour des $40 ou $50. Mais voilà, c'est intéressant de voir que la combinaison aujourd'hui du matériel qu'on a à disposition avec l'amélioration des modèles d'intelligence artificielle et leur capacité aussi à tourner sur des petits environnements quand ils sont bien optimisés, bah, ça permet des nouveaux usages qu'on n'aurait pas pu voir avant. Et comme voilà, on a pu voir l'avènement des objets connectés, ce genre de choses-là, et ben on pourrait avoir de l'IA qui pourrait s'intégrer dans plein de petits objets connectés, un petit peu comme celui-ci, qui serait connecté ou pas d'ailleurs, mais qui seraient des petits objets intelligents en tout cas. Et donc du coup, peut-être que c'est des choses qu'on va voir apparaître un petit peu partout, et bah, peut-être que ça va vous permettre d'avoir une maison connectée avec voilà, des éléments qui pourraient filmer les pièces pour mieux comprendre où les personnes sont dans la pièce, pour par exemple bah, mieux gérer l'éclairage, pour pouvoir faire des choses voilà, un petit peu intelligentes dans une maison connectée. C'est la première idée qui me vient à l'esprit, hein, mais je pense que voilà, il y aurait pas mal d'usages qui pourraient apparaître, et donc c'est intéressant de voir que des sociétés sont en train de travailler sur ce genre d'usage. La prochaine news concerne YouTube, qui imposera aux créateurs de contenu de révéler l'utilisation de contenu généré par IA dans leurs vidéos. Cette nouvelle mesure vise à introduire un avertissement sur les vidéos contenant du contenu altéré. Google, qui a annoncé cette politique contre le contenu AI trompeur en novembre, met l'accent sur les représentations altérées de personnes réelles ou d'événements soulevant des préoccupations liées à la désinformation, surtout en période électorale. Les règles spécifient que les créateurs doivent indiquer lorsque le contenu pouvant être confondu avec la réalité est créé avec des médias altérés ou synthétisés, y compris l'IA générative. Cependant, la divulgation n'est pas requise pour le contenu manifestement irréaliste animé, incluant les effets spéciaux ou créés avec l'aide de l'IA générative pour l'assistance de la production. Donc voilà, c'est intéressant. Alors, a priori, Josh, dans le cadre qu'il est aujourd'hui, hein, il ne rentre pas dans ce contexte, hein, puisque pour l'instant, Josh, il est loin d'être vraiment réaliste. Hein. C'est très facile de voir que c'est une IA. Mais voilà, l'idée, c'est que avec l'évolution, si on a des choses qui pourraient ressembler à des vraies vidéos, que ces choses-là ne soient pas du coup utilisées pour tromper les personnes, hein, et qu'elles soient du coup annoncées dans YouTube. Donc ça va un peu avec la mouvance, hein, du C2PA dont on a déjà beaucoup parlé, qui va permettre, hein, de tracer les vidéos et donc notamment de détecter si les vidéos sont générées par IA ou pas, et qu'on puisse vérifier toutes les modifications qu'on a pu avoir sur une vidéo, ce qui est, je pense, effectivement très pertinent, puisque ça va nous éviter, hein, beaucoup de risques sur la désinformation. La news suivante concerne Vernor Vinge, qui est un éminent auteur de science-fiction et pionnier du concept de la singularité technologique. Il est décédé le 20 mars 2024 et en Californie des suites de la maladie de Parkinson à l'âge de 79 ans. Sa disparition a été annoncée par l'auteur David Brin, qui a rendu hommage à Vinge pour sa passion pour la science et l'écriture. Vinge, récipiendaire de plusieurs prix Hugo pour ses romans tels que A Fire Upon the Deep, Deepness in the Sky et Rainbow Hands, est reconnu pour avoir introduit le terme de singularité dans le contexte technologique dès 1983. Il a exploré l'idée de l'intelligence surpassant de loin la nôtre, prévoyant une transformation de l'histoire humaine au-delà de notre compréhension. Son concept de la singularité technologique envisage une époque où l'IA deviendra une super-intelligence dépassant les capacités humaines et marquant la fin de l'ère dominée par l'homme. C'est la fameuse intelligence artificielle générale dont on a tendance à parler. Enfin, il y a une petite distinction, hein. Intelligence artificielle générale, on va parler d'une intelligence artificielle qui va avoir des capacités équivalentes à celles d'un humain, et ensuite on va parler de singularité quand on a quelque chose qui surpasse tout simplement les capacités de connaissance du cerveau humain. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de chercheurs du domaine qui considèrent que le jour où on va déjà atteindre l'intelligence artificielle générale, on se rapprochera énormément de cette singularité où on se retrouverait avec une intelligence artificielle qui surpasserait celle des humains. Et ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, hein. Je sais que c'est quelque chose qui peut causer beaucoup d'angoisse. Là-dessus, on a plusieurs mouvements, hein. On a ceux qui considèrent que ce serait potentiellement annoncé à la fin du monde. Il y en a d'autres qui pensent que ce serait quelque chose de révolutionnaire et d'incroyablement intéressant pour les êtres humains. En tout cas, pour l'instant, a priori, on n'y est pas encore. Il y a encore pas mal de boulot à faire pour avancer sur ce sujet. Donc, on a un petit peu le temps de voir le coup venir.
derrière. Et voilà, je ne pense pas que ça soit hyper pertinent de s'inquiéter de ça. C'est un petit peu comme s'inquiéter d'une attaque nucléaire. Bah oui, ça pourrait arriver. Mais voilà, de toute façon, je pense que ni vous ni moi ne pourrons y faire grand-chose. Donc autant se concentrer sur les choses sur lesquelles on peut avoir de l'impact et de l'effet, plutôt que de s'inquiéter sur des choses qui ne pourraient pas forcément arriver. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie sur ce point de vue-là, même si c'est très intéressant de savoir comment tout ça va arriver, et puis surtout de savoir comment on va pouvoir mettre en place des choses qui nous permettraient potentiellement de bien compartimenter, de bien contrôler ces intelligences artificielles. C'est pour ça qu'il y a des projets qui visent à bien gérer l'alignement, donc s'assurer qu'une IA sera bien alignée avec ce qu'on lui demande et nos propres intérêts, y compris si elle se retrouve à être plus intelligente que nous. Et c'est vrai que ça, c'est des sujets hyper pertinents et très importants et voilà, qui sont intéressants à étudier quand on sait qu'on se rapproche de cette fameuse intelligence artificielle générale. Donc la news suivante concerne NVIDIA. Alors Nvidia, ils avaient leur conférence, la GTC, qui a eu lieu la semaine dernière, donc. Et lors de la conférence, la semaine dernière en fait, en début de semaine, désolé, mais vu que j'enregistre le dimanche soir, j'ai l'impression d'être déjà lundi. Mais en tout cas, voilà, lors de cette GTC, Jensen Huang, qui est le PDG de Nvidia, a présenté Blackwell, la nouvelle génération de puces succédant au GPU Hopper. Cette famille de puces double le nombre de transistors et augmente considérablement les calculs en virgule flottante, promettant d'accélérer les modèles de langage de 25 fois. Les principales annonces qui ont eu lieu aussi lors de cette conférence concernent donc la puissance des Blackwell. Donc chaque GPU Blackwell peut effectuer 20 pétaflops avec la possibilité d'atteindre jusqu'à 144 pétaflops dans un système HGX utilisant la quantification FP4. Ces puces contiennent 208 milliards de transistors fabriqués avec le processus 4NP de TSMC. Donc pour information, c'est pour vous donner une meilleure idée, c'est vraiment, là on parle d'outils destinés au data center. C'est vraiment quelque chose qui est destiné au data center, c'est pas quelque chose que vous allez acheter demain chez vous pour installer chez vous. Et voilà, il y a une très bonne évolution d'NVIDIA, en tout cas sur ce marché-là, qui sont en train de nous proposer des outils qui vont être très puissants et qui vont du coup permettre à puissance équivalente de consommer aussi moins d'énergie. Donc voilà, ce qui est assez pertinent et qui sont a priori aussi plus optimisés. Donc a priori, cette architecture, elle permettrait d'entraîner des modèles IA jusqu'à des milliards de paramètres, donc ce qui commence à faire beaucoup. Donc on verra si ça permet de sortir des choses plus pertinentes de ces modèles-là avec des tailles aussi importantes. Et voilà, en fait, je pense que c'est les informations les plus importantes qu'il y a eu sur cette conférence. Ils ont présenté aussi quelques-uns de leurs serveurs, les projets qu'ils allaient faire. Mais voilà, on voit que c'est quelque chose qui est en train de continuer d'évoluer et qui du coup est toujours à suivre, puisque voilà, sans processeur pour calculer toute cette IA, on ne va pas énormément avancer. Et voilà pour la section news. Maintenant, on va passer à l'utilisation de l'IA de la semaine. Et donc cette semaine, je voudrais vous parler de Minvo. Alors Minvo, qu'est-ce que c'est ? C'est l'équivalent de Clap. Le Clap, je vous en avais déjà parlé, il permet en fait de donner des gros morceaux de vidéo, et à partir de ces gros morceaux de vidéo, il va vous générer une dizaine de shorts par vidéo qui vont utiliser une transcription de la vidéo pour savoir les moments les plus importants de ce que vous lui donnez. Et vous en faire des petits extraits shorts avec sous-titrage, etc. C'est ce que j'utilisais jusqu'à maintenant pour faire mes petits shorts sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite, si vous ne suivez pas le compte Tsunami IA sur Instagram, n'hésitez pas à le faire et à envoyer vos questions, vos petits commentaires, etc. Je pensais éventuellement faire une FAQ, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous plairait ou pas. Si c'est quelque chose que vous trouvez pertinent, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Comme ça, je pourrais déjà commencer à en accumuler pour un épisode prochain où je ferai cette partie FAQ. Mais voilà, en tout cas, cet outil Minvo, pourquoi il est intéressant ? Parce que il fait à peu près la même chose que Clap, sauf qu'il m'a coûté beaucoup moins cher que Clap, puisque Clap fonctionne avec un abonnement qui coûte une trentaine d'euros par mois. Et là, pour l'outil Minvo, je suis passé par un site internet qui s'appelle AppSumo, qui sera peut-être connu un petit peu des développeurs ou de certains entrepreneurs tech, qui est un site hyper intéressant qui vous permet d'avoir des licences lifetime en fait pour toute la vie sur des plateformes de SaaS. Donc SaaS, Software as a Service.
Donc c'est quand on a accès à un site internet ou autre, en tout cas une plateforme qui vous permet de faire des choses pertinentes. Donc là typiquement Clap c'est un outil de SaaS, hein. Et donc là l'outil Minvo il fait la même chose, donc c'est toujours un outil de SaaS, sauf que là il va vous permettre de le faire avec une licence qui va durer pour toute la vie. Alors bon en théorie, hein, donc même si peut-être que d'ici là l'entreprise fera faillite, hein, on ne sait pas, mais en tout cas elle va durer au moins plusieurs années et ça c'est hyper pertinent parce que ça me permet moi de payer une seule fois et ça m'évite du coup de me retrouver à devoir prendre un abonnement encore supplémentaire parmi les autres abonnements que j'utilise déjà pour générer le podcast, et ça m'évite d'en accumuler un peu trop. Et la deuxième IA de la semaine dont je voulais vous parler, c'est Oliama. Donc ça s'écrit O2LAMA. Et Oliama, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un petit outil qui vous permet d'installer des large language modèles en local sur votre ordinateur. Vous pouvez installer du Llama 2, vous pouvez installer du Mistral, vous pouvez installer pas mal de modèles open source. Ce qui est hyper intéressant, c'est que l'installation, elle est ultra simple. C'est vraiment en quelques clics que vous allez pouvoir installer. Alors après, derrière, il faudra utiliser votre terminal pour pouvoir communiquer avec votre large language model. Donc il n'y a pas vraiment d'interface graphique, hein. Il faudra le faire avec des lignes de commande. Donc là-dessus, ça peut peut-être en rebuter quelques-uns, mais je vous assure, c'est vraiment hyper facile. Il faut juste lancer une ligne de commande pour lancer l'outil, et puis derrière, après, vous pouvez taper votre texte. Alors c'est pas l'interface graphique la plus sexy au monde, mais en tout cas, ça fonctionne bien, c'est très rapide, et le fait que cet outil soit hyper bien optimisé, ça permet aussi de faire tourner des modèles assez gros qui ne tournaient pas sur LM Studio, hein, que je vous avais recommandé dans un épisode précédent, ou sur GPT4All, qui sont eux des outils qui permettent de faire à peu près la même chose, mais voilà, qui sont avec une interface graphique et qui du coup ont tendance à consommer un peu plus. Donc je vous conseille de tester si faire tourner un modèle en local vous intéresse. Moi j'ai trouvé ça hyper utile, hein, ça permet d'utiliser un large language model, y compris quand on n'a pas de connexion internet, hein. Et donc du coup là-dessus c'est hyper pertinent. Et malheureusement pour cet épisode, hein, je ne pourrais pas faire un petit sujet avec Josh, puisque effectivement, hein, comme je vous l'ai dit, là l'épisode il est un peu enregistré dans des conditions qui ne sont pas les plus optimales. La semaine prochaine, je serai toujours en déplacement, donc je vais vous préparer un épisode cette fois-ci avec Josh habituel, puisque j'aurai un petit peu plus le temps de le préparer. C'est vrai que là, entre m'organiser pour le départ, etc., j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir créer l'épisode, hein. Habituellement, les épisodes, je les enregistre pendant le week-end. Et là, j'ai passé le week-end à voyager, donc forcément un peu compliqué d'enregistrer tout ça en plein voyage. Donc j'ai préféré faire court. Ça reste important pour moi de garder le podcast une fois par semaine, hein. Donc je voulais quand même vraiment vous faire un petit update quand même sur la partie actualité et sur mes utilisations de l'IA de la semaine. Donc j'espère que ça vous sera quand même utile. Et puis sinon, on se revoit du coup la semaine prochaine avec un épisode complet. Et puis pour ceux qui sont sur YouTube, je verrai si j'arrive à vous préparer un petit truc différent, ou si on restera sur un épisode classique, hein, juste vocal, sans vidéo. Donc je vous laisserai regarder, je pense que je publierai ça mardi, pour avoir la petite surprise. Bon d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.